Je vais demander maintenant au docteur Jean-Pierre Aquino de nous rejoindre. Donc, il va nous présenter une définition du vieillissement. Je le remercie. Et après, nous aborderons donc, nous développerons ces thèmes et nous réagirons dans le cadre de la table ronde. Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai écouté qu'en partie, Madame la Présidente, votre exposé, et je le regrette. Et en vous écoutant par ces phrases assez fortes, m'est revenue en mémoire la situation suivante. Lorsque j'ai été pressenti par Michel Delaunay pour piloter et présider le comité avancé en âge, je me suis rendu, accompagné de Patrick Goët, qui, en tant qu'inspecteur IGAS, m'aidait dans cette mission. Et j'avais fait une liste des thématiques que je souhaitais voir développées au sein de ce comité, et figurait le vieillissement des personnes handicapées. Parce que j'avais une vision très large de la problématique. Et la réponse a été une réponse de nature organisationnelle et ministérielle. C'est une très bonne idée. On ne m'a pas dit c'est la porte à côté, mais il y a un ministre délégué chargé des personnes handicapées, donc malheureusement ça ne peut pas être traité dans votre thématique. Alors depuis, vous le savez, Patrick Goët a été missionné sur ce sujet, et puis il y a la loi autonomie que vous évoquez, sur laquelle éventuellement nous pourrons revenir. Alors c'est pas le sujet qui m'est vraiment demandé, même si j'aborderai quelques-unes de ces idées en conclusion. Ce qui m'est demandé, c'est de vous faire un panorama rapide du phénomène du vieillissement, et pour montrer l'importance de ce phénomène au sein de notre société, je voudrais rappeler, mais vous le savez, que notre pays, comme bon nombre de pays industrialisés, est confronté à une double transition. Une transition démographique avec le vieillissement de la population, dont l'espérance de vie individuelle ne fait qu'augmenter, et puis on assiste aussi à une augmentation de la durée de vie des classes d'âge les plus élevées, tout cela venant s'ajouter à la baisse de la mortinatalité. Donc il y a un phénomène qui est un défi, comme vous l'avez dit, qui est celui du vieillissement de la population. Deuxième transition, c'est la transition épidémiologique. On ne meurt plus d'un certain nombre d'affections. La médecine a transformé un certain nombre d'affections en maladies chroniques. Exemple sida, exemple le cancer. À cela, on ajoute les maladies neurodégénératives qui surviennent d'autant plus fréquemment que l'espérance de vie à la naissance ne fait qu'augmenter. Et puis le vieillissement des personnes handicapées. Donc il faut revoir complètement notre copie sur le plan organisationnel, sur le plan sanitaire, sur le plan social et sur le plan médico-social. Le vieillissement lui-même, quand commence-t-on à devenir vieux ? C'est une question qui a été posée par l'IFOP en 2011. La réponse des Français, c'est 69 ans. Alors, c'était un panel, semble-t-il, représentatif. Pourquoi 69 ans ? Je n'ai pas d'explication bien claire. Toujours est-il qu'on approche effectivement une période transitionnelle, une de plus, où peuvent survenir un certain nombre de maladies ou de déficits. Alors, j'aime bien la définition de Jules Renard qui nous dit « Le vieillissement commence quand on se dit « Je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Alors, réfléchissez bien et regardez autour de vous, c'est effectivement une phrase qu'on entend et qui correspond probablement à la définition que nous recherchons. Mais de manière beaucoup plus sérieuse, je dirais que ne commence-t-on pas à vieillir au moment où le fantasme d'éternité qui nous anime depuis notre enfance rencontre une limite jusqu'alors ignorée. C'est une prise de conscience brutale qui a une fin. Et c'est probablement là, sur le plan psychologique, que le vieillissement commence. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'on vieillit de moins en moins ou de mieux en mieux. Arthur Comte disait « Mamie a remplacé Mémé. Mémé était au coin du feu, Mamie s'occupe des petits-enfants. » Donc, on voit bien qu'une femme de 70 ans d'aujourd'hui n'a rien à voir avec une femme de 70 ans il y a 50 ans. Ceci étant, indépendamment de cette avancée, il existe des inégalités frappantes. À 80 ans, on peut être cloué au lit avec des incapacités majeures ou continuer à avoir une vie comme conseil dans son entreprise et jouer au tennis tous les week-ends. À quoi correspond le phénomène du vieillissement ? Le vieillissement, alors c'est une définition qui est simpliste, c'est l'effet du temps sur les êtres vivants. Alors une fois que l'on a dit cette définition, essayons de trouver quelques qualificatifs qui vont lui donner davantage de sens. C'est un phénomène qui est progressif, qui commence dès la fécondation, dès la naissance,
et qui, au fil du temps, va s'installer. Deuxièmement, c'est un phénomène qui est universel, qui touche tous les êtres vivants, qu'il s'agisse d'une plante, d'une bactérie, d'un virus ou de l'être humain. C'est un mécanisme qui est délétère, c'est-à-dire qui va induire en nous un certain nombre d'impacts de connotations négatives. C'est un phénomène qui est endogène, c'est-à-dire qui trouve ses sources à l'intérieur de nous, et c'est un phénomène qui, dans l'état actuel de nos connaissances, est irréversible. Alors on voit bien, quand on analyse les personnes qui vivent le plus longtemps à travers le monde, que l'âge de 120 ans, 122 ans, 125 ans est le maximum que nul n'a pu dépasser à ce jour. Je vous renvoie au texte de la Genèse, dans la Bible, que l'on retrouve aussi dans la Torah, où il est dit « La durée de vie maximale de l'homme ne sera que de 120 ans ». C'est quand même intéressant de voir que dans des textes anciens, cette durée de vie maximale biologique qui semble nous caractériser était perçue de quelle manière, je l'ignore. Pour comprendre ce qu'il convient de faire dans notre quotidien si on veut vieillir dans les meilleures conditions possibles, rappelons qu'il existe dans le corps humain deux types de cellules, les cellules qui n'ont pas la possibilité de se diviser et de se renouveler tout au long de la vie, ce sont les neurones et les cellules musculaires. Par contre, les autres cellules constitutives ont la possibilité de se diviser et de se renouveler, sauf que le renouvellement de ces cellules va s'atténuer avec le temps. Donc la grande caractéristique biologique du vieillissement, c'est la diminution du nombre des cellules, mais si donc le muscle et le cerveau sont plus particulièrement sensibles, eh bien 4 pistes pour vieillir dans les meilleures conditions possibles: un exercice physique régulier. Si tu veux vivre 100 ans, fais 10 000 pas par jour, nous apprend un proverbe chinois. Deuxièmement, une alimentation équilibrée, parce que la nutrition va bien évidemment baigner l'organisme dans un contexte favorable ou défavorable. Troisièmement, la stimulation cognitive, faire fonctionner ces cellules nerveuses. Et on voit bien d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, qu'il semblerait que la maladie d'Alzheimer voit son incidence légèrement diminuée d'après un certain nombre d'enquêtes conduites au niveau international, plus particulièrement chez les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes qui vieillissent actuellement ont un mode de vie totalement différent de celles qui les ont précédées, avec notamment une vie professionnelle qui a impliqué une stimulation cérébrale, c'est l'hypothèse en tout cas qui est évoquée. Et puis le quatrième point sur lequel il faut insister, c'est la culture du lien social. L'homme est un corps, un esprit, un être relationnel avec les autres et avec l'univers, comme nous enseigne l'anthropologie. Eh bien, ce lien social est un élément déterminant dans notre existence. Alors, deux grands sujets animent actuellement le domaine du vieillissement. Le premier, c'est celui de la fragilité. Pour être simple, il existe des personnes âgées robustes, en pleine forme, qui n'ont pas de maladie et qui mènent une vie tout à fait normale. À l'opposé, il existe des personnes en incapacité, qui sont soit à domicile avec des aides, soit en EHPAD. Et puis, il y a un troisième groupe intermédiaire, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, qui caractérise les personnes fragiles, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un statut physiologique et qui, à l'occasion d'un événement extérieur, va les faire basculer vers la perte d'autonomie. Donc, bon nombre de chercheurs, d'équipes, de professionnels travaillent sur le repérage de la fragilité, notamment à domicile, pour mettre en place des programmes permettant d'éviter la bascule vers la perte d'autonomie. Alors, quels sont les critères qui permettent de repérer ? Une force musculaire diminuée, une fatigabilité anormale, une diminution des activités physiques, une vitesse de la marche ralentie et une perte de poids inexpliquée. Donc, la fragilité, vous verrez passer bon nombre de papiers sur ce sujet qui représente une piste tout à fait intéressante. Le deuxième grand sujet, c'est bien évidemment la maladie d'Alzheimer. Dimanche dernier, c'était l'année mondiale de la maladie d'Alzheimer. La lutte contre la maladie d'Alzheimer se heurte à bon nombre de difficultés, nous le voyons bien. Cette maladie de la mémoire qui concerne 850 000 de nos concitoyens. Il n'existe pas actuellement de thérapeutique médicamenteuse susceptible de freiner ou de repousser la survenue des symptômes. Par contre, on accorde beaucoup d'intérêt aux thérapeutiques dites non médicamenteuses
qui représentent une forme de stimulation à partir des actes de la vie quotidienne et qui permettent d'atténuer un certain nombre de symptômes. Mais on est loin d'une guérison que l'on pourrait attendre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la poursuite de l'activité professionnelle représente, par la stimulation intellectuelle, une garantie supplémentaire pour repousser les symptômes de la maladie plus tard dans la vie. C'est une publication scientifique de l'INSERM et de Françoise Forest récemment parue qui montre que si par exemple on doit s'arrêter à 62 ans pour prendre sa retraite et si on est porteur de la maladie sans avoir aucun symptôme, le fait de poursuivre une stimulation intellectuelle par l'activité professionnelle repousse de 3% chaque année le risque de survenue de la maladie. Il y a donc là un facteur de stimulation que j'ai déjà précédemment évoqué. Les pistes, eh bien, c'est la prévention dans de multiples domaines, la nutrition, l'exercice physique, l'exercice intellectuel, diabète, hypertension artérielle. On est vraiment dans une maladie, je dirais, d'environnement, de pratiques de vie qui font que l'on doit s'intéresser tôt dans la vie pour avoir des mesures préventives adaptées. Alors pour terminer sur cette brève présentation, si le champ du handicap et la situation des personnes en situation de handicap a failli représenter pour moi un sujet lors du comité avancé en âge, il est devenu malgré tout une réalité puisque Patrick Gohem m'a impliqué dans son groupe de travail, mais je n'ai du monde du handicap qu'une modeste, très modeste expérience. Ceci étant, je plaide sur un certain nombre de facteurs qui représentent des pistes de convergence entre le monde du handicap et le monde des personnes âgées. Le premier exemple, la première piste que l'on peut citer, c'est bien évidemment l'installation d'incapacité. Lorsqu'on est en incapacité, que cette incapacité survienne avant 60 ans, après 60 ans, qu'on ne puisse plus réaliser tel ou tel acte de la vie quotidienne, représente une similitude et une convergence évidente. Ce d'autant que pour aider sur le plan de l'accompagnement et sur le plan de la compensation, il va falloir évaluer de manière métrologique la situation de handicap, et c'est là que cette évaluation, faisant appel à des échelles ou à des grilles, représente un deuxième point de convergence. Troisième point de convergence, face à une situation d'incapacité, eh bien, on va tenter de compenser et on va tenter d'accompagner. Si on tente de compenser, c'est peut-être par des thérapeutiques, mais aussi par des aides techniques. Et l'accessibilité aux aides techniques est un élément qui est important, un point qui est important pour permettre à l'un comme à l'autre de pouvoir en bénéficier. Le problème de l'accompagnement social et médico-social, et puis un élément que vous avez évoqué, Madame la Présidente, qui est la place de la famille. Balzac nous disait que la famille sera toujours la base des sociétés. Indiscutablement, l'aide aux aidants est une préoccupation majeure dans notre société. Si demain, les aidants naturels, comme on les désigne souvent, ou les aidants familiaux ne jouaient plus le rôle qu'ils jouent actuellement, eh bien, il y aurait des situations de catastrophe, tant concernant les personnes handicapées que pour les personnes âgées. Donc, fort de ces points de convergence, mais je n'irai guère plus loin parce que là, on entre dans une dimension de nature politique dans laquelle je n'ai pas l'intention personnellement de m'impliquer, je voudrais terminer par un plaidoyer sur la prévention. Nous avons à disposition un certain nombre de mesures concrètes permettant de maîtriser ou d'atténuer les effets délétères du vieillissement, qu'il s'agisse de maladies, qu'il s'agisse de facteurs de risque, de fragilité. Eh bien, il en va de même pour les personnes handicapées. Il ne faudrait pas qu'indépendamment du handicap qui est le leur, vienne se surajouter un surhandicap qui serait la résultante de maladies ou de facteurs de risque qui s'installent au cours de l'avancée en âge. Donc il y a là un autre point de convergence commun et qui est celui de la prévention de facteurs de risque ou de pathologies survenues au cours de l'avancée en âge. Pour terminer, j'ajouterai enfin un commentaire qui me semble essentiel. La réflexion que nous avons conduite dans le cadre du comité avancé en âge a volontairement été une réflexion la plus large possible.
partant du fait que l'individu, bien évidemment, a ses propres caractéristiques, mais l'individu vit en société et vit dans un environnement. Bon nombre de situations environnementales peuvent être à l'origine d'une situation de perte d'autonomie. Citons l'exemple classique d'un octogénaire qui vit au 6e étage avec ascenseur et qui est en situation de fragilité, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Il a la chance d'avoir un ascenseur, d'avoir à disposition les services dont il a besoin à moins de 500 mètres de son domicile, et cette distance est repérée par les urbanistes et par les démographes comme étant un élément important du maintien de l'autonomie. Encore faut-il que sur ce trajet qui va le mener aux prises uniques, qui va le conduire chez le notaire ou à la banque, il y ait des bancs publics pour permettre à cette personne de s'arrêter chemin faisant. Donc ceci pour dire qu'on ne peut pas déconnecter le phénomène du vieillissement, le phénomène du handicap, de l'environnement dans lequel nous vivons, de la société dont nous faisons partie et de la famille à laquelle nous tenons beaucoup. Je vous remercie.